Le réveil de l'info, C'est Atlantique Radio. Les décodeurs aujourd'hui et honneur aux jeunes. Je vais commencer par Jawed Kardoudi. Merci. Président de l'IMRI, l'Institut marocain des relations internationales. Et puis Hafid Boutaleb, analyste géopolitique qui vient chaque semaine pour parler d'international. Il y a une bonne relève à l'IMRI. Administrateur de l'IMRI. Ouais, exactement. Et qui va, parmi d'autres jeunes, assurer la relève de l'IMRI. Bon, mais je vous salue, Monsieur le Président. Mais en tout cas, bon matin sur le alors plateau. vraiment, parce que c'est une longue histoire tous les deux, on se connaît depuis longtemps, et je suis très content de vous retrouver dans les décodeurs. Je crois que tout le monde est très content de vous retrouver dans les décodeurs aujourd'hui. Eh bien, écoutez, je suis très content aussi, et c'est avec plaisir, lorsque vous m'avez appelé, que je reviens au bercail, comme on dit. Oui. Très bien. Alors, écoutez, tout à l'heure, dans quelques minutes, on va parler d'Iran, et puis on aura ce qu'on appelle les débats express en deuxième partie d'émission. On va revenir sur Trump et Cuba, notamment, entre autres. Et puis, mais on commence cette émission traditionnellement pendant la CAN, c'est-à-dire jusqu'à quasiment la fin de la semaine, par parler justement de la CAN. Alors, vous suivez un peu, Jawed Kardoudi, la CAN ? Oui, j'adore voir. Je ne suis pas un spécialiste du football, mais j'aime bien voir les bons matchs, et surtout lorsque le Maroc joue. Ouais. Alors j'ai une question pour vous, parce qu'évidemment je ne vais pas vous interroger sur les stratégies des entraîneurs, on va pas revenir sur Walid Regragui De toute façon, on ne saura et pas son répondre. système de jeu, On ne etc. saura pas répondre. Mais Mais vous ma connaissez question, mieux, je crois, même le pas. football. ma question, non, il est nul en foot. Hein. Oui, clairement. Ma question, elle concerne la géopolitique. C'est une question plus large. Est-ce que, à votre avis, dans une CAN ou même dans une Coupe du Monde, on peut arriver à se concentrer sur le foot et seulement sur le foot et oublier la géopolitique et oublier la relation entre les pays? Vous voyez pourquoi je vous pose cette question. Voilà. Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. La géopolitique est intimement liée au football. Ouais. D'abord parce que le football est un jeu populaire, que le peuple, tous les peuples aiment le football. Et puis le fait que aussi les équipes représentent des États. D'ailleurs, au début de chaque équipe, il y a l'hymne national. Donc il y a un côté national, et ce qui fait que ça joue absolument sur la géopolitique. Et on le voit malheureusement entre l'Algérie et le Maroc. Donc c'est absolument géopolitique. Et j'ai appris dernièrement, je termine par là, que la CAF va quand même faire une enquête sur les deux Maroc, c'était Cameroun, c'est ça, Oui. et donc Égypte, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Les matchs vont rester, c'est-à-dire les équipes vont garder bien sûr leur victoire, et ça c'est intéressant, et je suis pour personnellement qu'il y ait des enquêtes. C'est pour les troubles qui ont eu lieu après le match, et pour le fait que les arbitres ont été agressés. Heureusement, ils ont été escortés. Donc, je suis tout à fait d'accord pour que la CAF soit dure avec... Oui, exactement. Moi, je salue le communiqué de la Fédération camerounaise de football qui a justement remercié le Maroc pour son organisation réussie, avec Eto'o qui envoie aussi un message direct au public marocain, à l'équipe des Lions de l'Atlas, et ça, c'est de l'esprit sportif, c'est ce dont on a besoin. Mais ils ont été irréprochables, les les joueurs. Hein. Oui, Ouais. oui, ils ont Vraiment. été... Maintenant, effectivement, l'enjeu, des fois, est tellement grand que ça échappe au foot, à la logique seule du foot, et on se retrouve comme quand il y a Maroc-Algérie, ou ce match qu'on redoutait justement en demi-finale, un Maroc-Algérie en demi-finale de la Coupe d'Afrique n'aurait pas pu se faire sans impact politique, et vraiment là ça aurait été assez triste. Hein. Mais bon, des fois c'est plus fort que la passion y est. Est-ce que le fait que finalement dans les équipes qu'on voit les plus performantes, on soit face à des joueurs qui jouent
en France, en Angleterre, en Allemagne, etc., et beaucoup moins de joueurs qui jouent dans le pays d'origine, ça change les choses. Malheureusement, il faut être réaliste. Les meilleurs joueurs viennent des pays européens et d'autres pays parce qu'ils sont beaucoup plus développés. Mais, et je tiens à rendre hommage à Sa Majesté le roi Hassan II et à M. Rja, le président de la fédération, qui réellement, ces dernières années, ont fait un bond en avant extraordinaire concernant le football marocain. Et j'espère qu'un jour, on n'aura pas besoin, je l'espère, dans quelques années, on n'aura pas besoin de faire venir quoi qu'ils sont marocains, attention, j'explique à M. Franck, malgré le fait qu'ils ont la nationalité française, allemande, espagnole, etc., pour nous, pour la constitution marocaine, ils sont toujours marocains. D'ailleurs, le fameux jeune espagnol, Brahim Diaz. On l'appelle pas Diaz. Voilà. Ouais. Fabuleux. Est-ce que ce soft power est assez puissant pour pour aider des négociations qui seraient plus politiques, par exemple? Arrondir les angles. Oui. Bien sûr. Évidemment, le foot peut aller jusque-là. Parce que ce que je veux dire, c'est est-ce que par exemple, on peut négocier des choses après un match de foot? Est-ce que ça peut servir, à négocier, à arrondir les angles, comme vous dites? Pourquoi pas? Vous n'avez pas de. On peut pas. Il n'y a pas de fait. Il n'y a jamais eu vraiment d'éléments établissant des négociations comme ça faites en marge d'une rencontre sportive. Malheureusement. C'est ce que j'espérais, moi, je ne vous cache pas. Je le dis à vous, vous êtes des amis. Mon fils est marié avec une Algérienne. Oui. Et donc, il y a des relations très étroites. Et d'ailleurs, Jawad, tout le monde le sait maintenant. Hein. Mon fils, il voit les matchs des deux parce qu'il a peur de... Et j'espère, effectivement, aussi bien l'équipe algérienne que les spectateurs algériens ont été bien reçus par les Marocains. Et donc, j'espérais que ça allait. Et Zidane a été bien. Il faut le goal. Non, le vrai Zidane. Ouais. Mais malheureusement, il y a eu ces problèmes à la fin du match. Là, et ça... Et puis aussi, malheureusement aussi, les réseaux sociaux, c'est une très bonne chose, les réseaux sociaux. Mais aussi... effectivement, ça chacun s'exprime. Exactement. Et je suis d'accord avec ça. N'a pas, pour le moment, ça n'a pas joué le jeu qu'on espérait d'une réconciliation. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais cette réconciliation, elle arrivera un jour, de toute façon. On espère. On va se retrouver dans quelques minutes, juste après le journal de Karim Droné, pour parler d'Iran. Hein? D'accord? Allez, à tout de suite. La suite des décodeurs avec aujourd'hui Jawad Kardoudi, président de l'IMRI, Institut marocain des relations internationales, et Hafid Boutaleb, analyste géopolitique, messieurs. Retour pour cette première partie de l'émission. Et on va parler de l'Iran. Depuis la fin décembre 2025, l'Iran est traversé par des protestations d'une ampleur inédite depuis longtemps. Parti d'une colère contre une crise économique profonde avec une monnaie qui s'effondre, un pouvoir d'achat qui disparaît. Cette mobilisation s'est rapidement transformée en une contestation politique générale contre le système en place et les institutions de la République islamique. Moi, j'ai plusieurs questions à vous poser pour commencer, parce que on n'est pas tous, les auditeurs qui nous écoutent ne sont pas tous des membres de l'IMRI. Merci. On parle de crise économique comme déclenchant de ce qui se passe en ce moment. Comment l'Iran se retrouve-t-elle dans cette situation? Une monnaie qui s'effondre, un pouvoir d'achat qui disparaît, un peuple qui est en grande difficulté. Comment l'Iran s'est retrouvé dans cette situation-là en 2025? Alors, c'est dû au régime, tout simplement. Rappelons à nos auditeurs très rapidement que c'est en 1979 que Khomeini a fondé la République théocratique islamique. Qu'est-ce que ça veut dire, une république théocratique?
ça veut dire où le pouvoir appartient aux religieux. D'ailleurs, Khamenei, actuellement, c'est lui, il n'est pas élu, et c'est lui qui a le véritable pouvoir à vie, jusqu'à ce qu'il meure. Vous voyez ? Donc moi, je suis absolument, je considère que ce régime-là, c'est lui la raison principale. Il n'y a pas de démocratie, bien sûr. Bon, il y a pour être juste, il y a quand même des élections présidentielles, mais je ne sais pas si les auditeurs le savent. Les candidatures sont examinées l'une après l'autre. Oui. Et lorsqu'une candidature ne convient pas, quelle démocratie ça ? On la supprime. Oui. Donc ce n'est pas une véritable démocratie. Donc moi je suis contre ce régime, contre bien sûr le statut des femmes. Moi, Hafid le connaît très bien, je suis pour l'égalité à 100%. Hommes des femmes, cette histoire de voile et tout ça, c'est du médiéval pour moi. Donc, alors ça, c'est une première raison. Une deuxième raison, c'est une politique extérieure que cette République a menée, qui est extrêmement disruptive, avec ses proxys, le Hezbollah, le Hamas, les Houthis, etc. Parce qu'au départ, Khomeini voulait exporter la révolution, pas simplement la garder. Et donc, il a eu des relations catastrophiques avec l'Occident, mais pas uniquement avec l'Occident, avec les pays arabes sunnites, parce qu'il faut expliquer qu'il y a les sunnites et il y a les chiites. Eux, ce sont des chiites, nous. Donc, c'est, à mon avis, pour répondre à votre question, c'est le régime, à la fois sur le plan politique, sur le plan de la politique extérieure, et ce qui a fait qu'il y a des sanctions qui, malheureusement, touchent aussi le peuple iranien. Alors, on va en parler. On va en parler de ça. Hafid, vous voulez rajouter quelque chose là-dessus ? La raison numéro 1 qui fout les gens dehors aujourd'hui en Iran, c'est l'inflation. Ça, c'est vraiment leçon numéro 1. L'inflation fout les gens dehors, c'est comme ça. Et quel que soit le niveau de répression, il y a eu 1500 exécutions en Iran en 2025. Ça n'a pas refroidi les gens pour sortir dans la rue manifester. Et les premières exécutions des interpellés dans ce mouvement-là depuis fin décembre ont déjà commencé. Donc malgré ça, les gens continuent de sortir. Donc l'inflation, danger. Okay. Deuxième chose, deuxième raison, en 2009, le régime avait échoué à négocier une transition. C'était les élections présidentielles, puisque comme l'a rappelé M. Kardoudi, c'est un pays quand même qui a des institutions, c'est une des plus terribles dictatures au monde, mais qui garde une façade institutionnelle. Et en 2009, il y avait eu des élections qui avaient opposé, comme d'habitude, depuis qu'il y a la République islamique en Iran, les modérés réformistes avec les conservateurs, qui sont les tenants de la ligne dure. Et jusqu'en 2009, il y avait pu y avoir une sorte d'alternance négociée entre modérés et qui sont tous les deux mollahs, qui font partie de l'ordre des mollahs. Mais en 2009, le régime, la ligne dure, avait excommunié cette ligne réformiste. Et ils avaient mis sous résidence surveillée le candidat réformiste à l'époque, Mir Hossein Mossavi, et le président sortant qui était, ou un des présidents précédents, qui était Mohamed Khatami. Et donc, à ce moment-là, le régime avait échoué à négocier la transition et à donner un horizon politique à la population en durcissant et en musclant. Et depuis, il y a une succession de révoltes, et ceci est l'ultime version, c'est d'ailleurs la révolte la plus importante depuis la révolution en 1979. Encore une question sur l'Iran. L'Iran, ça fonctionne comment ? Comment fonctionne l'État ? On l'a bien compris, une espèce d'assemblée de mollahs. Est-ce qu'il y a des ministères ? Est-ce que le pays est géré comme un pays traditionnellement, quoi ? Alors, comme je l'ai dit, il y a le guide suprême, voilà, qui est maintenant Ali Khamenei, qui n'est pas élu, je tiens à le dire, et qui est à vie, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il meure. Ça, c'est quelque chose sur le plan démocratique, c'est quelque chose d'inimaginable. Bon. Ensuite, il y a, comme l'a dit aussi Hafid, il y a le président
qui est élu, effectivement, il faut dire les choses telles qu'elles sont, mais comme je l'ai dit, avec une discrimination au niveau des candidatures. Ouais. Et donc, pour moi, ce n'est pas une véritable élection. Une véritable élection dans un régime démocratique, chacun qui répond aux conditions, mais pas... Eux, ils cherchent les conditions politiques. Est-ce qu'il est avec le régime ou est-ce qu'il n'est pas avec le régime? Tout à fait. Quand il n'est pas avec le régime, il est... Alors, je termine. À part le président, donc le guide suprême et le président, il y a les ministères, comme dans tous les pays, D'accord. le ministère des Affaires étrangères, de l'Intérieur, etc. etc. Afil? Oui, effectivement. Alors, il y a une façade institutionnelle de présidence, de ministère et ainsi de suite. Mais comme l'a rappelé Sijawad, c'est le guide suprême qui tient l'essentiel des pouvoirs. Et le problème, c'est qu'il est élu par un collège restreint de mollahs, alors que le président, c'est plutôt le collège électoral classique, la population, le suffrage universel. Mais le Morsid, lui, n'est pas élu par... D'abord, il y a une condition aussi discrétionnaire. C'est que le guide suprême de la République islamique doit nécessairement être un descendant du gendre du prophète et de la fille du prophète. Donc, Ali ibn Abi Talib et Fatima Zahra. Donc, immédiatement, 99% de la population iranienne est exclue de pouvoir aspirer au poste de guide suprême. Et puis, bien sûr, le président, c'est plutôt ouvert pour tous. Mais c'est vrai que cette institution du guide suprême s'est avérée au départ, au début des années 80, c'était une sorte de guide spirituel et ainsi de suite, incarné par Khomeini à l'époque, qui était tout aussi tyrannique, il ne faut pas se faire d'illusions, mais son successeur l'a transformé graduellement en un véritable pouvoir politique, et aujourd'hui c'est un dictateur en fait, ayant vidé toutes les autres institutions de leur substance. On va revenir là-dessus. Excusez-moi d'être peut-être un peu naïf comme ça, et je me mets peut-être à la place des auditeurs, mais quelle est la plus grande richesse de l'Iran? L'Iran vit avec quoi? Avec le pétrole et le gaz, heureusement. Voilà. Enfin, heureusement. Il a cette richesse, mais malheureusement, du fait du régime, il y a eu très peu d'investissements qui ont été faits, donc la production a baissé, et d'autre part, les marchés se sont plus ou moins fermés parce qu'il y a eu des sanctions qui ont été prises contre l'Iran, et donc l'Iran est obligé de passer par des voies indirectes pour vendre donc sa principale richesse. Non seulement elle n'augmente pas, mais elle se vend aussi difficilement, et peut-être même avec un prix un peu inférieur au prix international. Voilà, mais on comprend mieux comme ça les difficultés de la population, les difficultés de cette société en fait. Oui, alors il y a des sanctions, Franck. C'est vrai qu'il y a des sanctions qui ralentissent cette économie, mais ces sanctions ne sont pas étrangères aux positions quand même politiques du régime de Téhéran. C'est quand même un pays où on appelle à la mort de l'Amérique depuis 1979. Donc ce n'est pas exceptionnel, ce n'est pas impressionnant, surprenant de voir les États-Unis réagir. Les États-Unis ne vont pas attendre les bras croisés. Israël ne l'oublie pas. Bien évidemment, Israël aussi. Donc c'est vrai que le régime paye des positions géopolitiques, mais des positions géopolitiques qui ne sont pas justifiées et qui auraient pu faire l'objet d'une meilleure vision pour pouvoir protéger justement d'abord les intérêts de la population iranienne. Le régime échoue systématiquement à protéger la population iranienne et ses intérêts, et est toujours le tenant d'une ligne idéologique exclusivement idéologique qui sert justement les intérêts des mollahs uniquement. Alors je reprends mes questions, ça fait un peu mitraillette, mais quels sont les pays qui entretiennent des échanges avec l'Iran? Alors, les pays qui soutiennent même l'Iran, c'est la Russie d'abord et la Chine. Ce sont les deux grandes puissances. Ils le font d'abord pour faire opposition à l'Occident et notamment aux États-Unis, ça c'est la première raison, et aussi pour des raisons économiques, et pour des raisons économiques. Malheureusement, on en parlera peut-être plus après, c'est
pas des alliés très solides. Lorsque Trump agit, hein, et on l'a vu pour le Venezuela, qui était un allié à la fois de la Chine et de la Russie, comme l'Iran, eh ben, la Chine et la Russie n'ont pas fait grand-chose lorsque Donald Trump a attaqué le pays et a arrêté le président. Donc ce sont des alliés dont on peut, d'ailleurs même, on va en parler aussi, même s'il y a des actions militaires américaines, je ne vois pas ni la Chine ni la Russie réagir effectivement. Afid, là-dessus, sur, Oui, alors, sur les pays qui entretiennent des... il y a, c'est vrai, la Chine, la Russie, comme vient de le souligner M. Kardoudi, mais il y a aussi les pays voisins riverains, comme par exemple l'Irak, avec lequel il y a des échanges très importants. Et il y a aussi des liens humains, puisque le sud de l'Irak est aussi chiite, comme l'essentiel de la population iranienne. Il y a aussi les voisins de l'Est, comme le Pakistan, l'Afghanistan, des talibans entretient des relations assez cordiales, même s'ils sont très différents idéologiquement, puisque les talibans sont des sunnites, on le rappelle. Il y a aussi l'Azerbaïdjan au nord, puisque il y a une très grande partie de la population iranienne qui est d'origine, qui est ethniquement azéri. Donc il y a ce qu'on appelle l'Azerbaïdjan iranien et l'Azerbaïdjan indépendant. Et avec ce pays, il y a aussi de bonnes relations. Et depuis quelques années, avec cette trêve négociée par Pékin, il y a des relations entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Qui n'ont pas donné beaucoup de résultats. Oui, qui n'ont pas donné beaucoup de résultats, effectivement. Justement, quelles sont les relations avec les pays arabes du Golfe, avec l'Iran ? Alors, au départ, c'était une opposition systématique, à la fois sur le plan politique, parce qu'il y avait ce qu'on appelle l'axe de l'Iran. C'est-à-dire, ils voulaient partir de l'Est ou de l'Ouest jusqu'à l'Est, pour créer un véritable axe qui comprend justement les pays arabes et les pays arabes du Golfe. Donc les relations étaient mauvaises. Et puis, comme l'a dit Hafid, finalement, ils ont fait un accord sous l'égide de la Chine. De la Chine, c'est quand même inimaginable. Sous l'égide de la Chine. Mais pour moi, cet accord n'a pas donné beaucoup de résultats, puisque malgré cet accord, ils ont continué à soutenir ce qu'on appelle leur proxy, c'est-à-dire le Hezbollah libanais, le Hamas donc Gaza, les Houthis du Yémen. Donc ils ont continué et donc les relations. Et une petite parenthèse, puisque nous sommes au Maroc, les relations entre notre pays et l'Iran ont toujours été très mauvaises, je ne vous cache pas. D'ailleurs, Sa Majesté Hassan II, dès Amir al-Mouminin, il ne faut pas oublier qu'il est Amir al-Mouminin, et notre pays est sunnite, n'est pas chiite. Dès l'installation en 1979 de la République islamique, il a montré sa réprobation contre ce nouveau régime. Et pour terminer sur ce point, il y a eu plusieurs ruptures des relations diplomatiques. Il y a eu en 81, il y a eu en 2009, il y a eu en 2018 pour plusieurs raisons, soit pour défendre donc Bahreïn, parce que l'Iran avait des revendications sur des îles de Bahreïn, aussi pour développer le prosélytisme chiite au Maroc. Vous savez qu'à l'ambassade de l'Iran à Rabat, il y avait des religieux chiites qui essayaient d'aller dans les territoires pour pousser le chiisme. Et la dernière, alors, en 1918, c'était 2018. Le soutien de l'Iran à travers le Hezbollah du Polisario. Donc, et je termine par là, encore maintenant, il n'y a pas de relation diplomatique entre le Maroc et l'Iran. Est-ce qu'un affaiblissement de l'Iran modifierait l'équilibre des forces dans la zone Irak, Liban, Syrie, Yémen ? Alors, l'Iran est déjà affaibli.
Hein. C'est pas la question d'affaiblissement de l'Iran. Plus là, parce que... Une chute du régime. Alors s'il y a une chute du régime, ce que je pense reste peu probable aujourd'hui, mais on en parlera tout à l'heure. Voilà, mais s'il y a une chute de régime, effectivement, c'est un séisme politique considérable. Mais l'Iran a déjà été affaibli du fait de la chute des proxys les uns après les autres quasiment, le Hezbollah, le régime de l'Assad, le recul de l'influence iranienne en Irak, qui était un pays quasiment vassal et qui aujourd'hui s'est considérablement distancé par rapport à l'Iran. La relation avec le Qatar s'est fragilisée aussi, qui est un allié solide dans les pays du Golfe, mais que l'Iran a bombardé, vous vous souvenez, donc a choisi quand même de bombarder. Et puis les Houthis au Yémen ont été considérablement affaiblis aussi. Le Yémen quasiment brisé maintenant avec des velléités sécessionnistes, ce qui explique que ce recul de l'influence iranienne explique qu'aujourd'hui, même à Téhéran, les mollahs sont en difficulté. Donc, effectivement, ils vivent des moments très difficiles. Et Israël ? Et Israël, on le sait, Netanyahou a toujours été un fervent défenseur de l'option d'attaquer et faire à peu près refaire ce qui a été fait contre Saddam Hussein, le refaire en Iran. Seulement, les Américains n'ont pas toujours soutenu, ils ne veulent pas cette option. On l'a vu en 2025, le maximum qu'ils ont souhaité faire, c'est des frappes tactiques ciblant les installations nucléaires, mais que voir les Américains véritablement intervenir, et d'ailleurs on le sent aujourd'hui, ils sont en train de fléchir un peu dans leurs menaces, puisque ça les intéresse pas d'aller attaquer l'Iran. C'est quand même un pays de 93 millions d'habitants. C'est une sacrée guerre qu'il va falloir mettre en place, dont ils ne souhaitent pas, puisque c'est pas aujourd'hui leur agenda. Vous voulez rajouter quelque chose là-dessus ? Israël, il faut le dire, depuis l'avènement de la République islamique, à chaque fois, ils disent il faut... D'ailleurs, ils ne parlent pas d'Israël, ils parlent de l'unité sioniste. L'entité sioniste. L'entité, ouais. Même le mot Israël, ouais. L'entité sioniste, ouais. Qu'ils ne reconnaissent pas et dont ils demandent la disparition. Ouais. Donc, et puis surtout, ce qui fait peur à Israël, c'est le fait que l'Iran voulait se doter de l'arme nucléaire. Et il avait réussi, il faut aussi reconnaître les choses. Comme l'a dit aussi Hafid, c'est un pays de plus de 90 millions d'habitants et qui a des scientifiques, c'est des scientifiques iraniens qui ont créé l'arme nucléaire. Qui ont développé le nucléaire, l'arme voilà. Nucléaire, voilà, et tout donc, ce sont des relations extrêmement mauvaises entre l'Iran et Israël. Et Israël a toujours voulu se débarrasser. Et d'ailleurs, en juin 2025, et je termine par là, oui. Israël a attaqué les installations nucléaires de l'Iran, suivies par les États-Unis avec Donald Trump. On revient à Téhéran dans quelques minutes, juste après les infos de Mourad Baba. Avec aujourd'hui Jawad Kardoudi, président de l'IMRI, Institut marocain des relations internationales, et Hafid Boutaleb, analyste géopolitique. Ça va toujours, messieurs ? Très bien, ouais. Et on est très heureux d'être avec vous. Ok, on va recentrer sur Téhéran, si vous le voulez bien. On l'a vu, blackout d'Internet, censure évidemment, on a l'impression que le pays est fermé. Est-ce qu'il y a une opposition possible à l'intérieur du pays actuellement ? Est-ce qu'il peut y avoir, par exemple, un leader d'opposition qui émerge dans cette situation ? Alors, Franck, il y a plusieurs options très rapidement pour donner la parole à Hafid. Il y a d'abord, comme vous l'avez dit, l'opposition est très divisée. Il y a la droite, la gauche, etc., etc. Et surtout, elle n'a pas de leader. Il faut, quand on veut changer un régime, il faut un leader. Voilà. Donc ça, c'est donc pas de leader. Il n'y a pas de leader. Okay. Alors, il y a Reza Pahlavi. Pahlavi, c'est, je rappelle, nos auditeurs, ils le savent très bien, c'est le fils du Shah, du Shah d'Iran, qui, après la chute de son père, est allé aux États-Unis, qui vit depuis plus de 42 ans aux États-Unis, qui, il faut le dire, et alors, une minorité, je pense à Hafid à son point de vue, une minorité
et pour lui et demande son retour en Iran et lui-même pousse bien sûr à la mobilisation en disant que il veut simplement revenir donc en Iran pour assurer pour assurer la transition politique. Parce que c'est vrai, quand on veut changer de régime, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut une transition, il faut quelques temps, quelques années. Mais est-ce que ça risque pas d'être la personne identifiée par l'extérieur, c'est-à-dire par les États-Unis ou l'Europe, par exemple, pour revenir en Iran et effectuer une transition? Alors, c'est ce que j'allais dire, les handicaps. Qu'est-ce qu'il a comme handicap? D'abord, c'est le fils du Shah d'Iran. Et je pense que le souvenir du Shah d'Iran n'est pas quelque chose d'agréable. Parce que lui aussi... Et en plus, il lui ressemble beaucoup. Hein. Voilà. Et il avait sa police secrète. La SAVAK. La SAVAK, bravo, tu te rappelles le nom. La SAVAK, il avait... Et d'ailleurs, juste pour nos éditeurs, Sa Majesté le Roi. Et puis, il voulait moderniser, mais d'une façon précipiter son pays et Sa Majesté Hassan II l'avait conseillé. On lui disait attention, il faut aller lentement, il faut aller petit à petit. Et puis aussi, il voulait revenir à l'ancienne Perse. Vous vous rappelez les fameuses festivités d'Ispahan. Donc c'était un monsieur. Ce qui était incroyable, parce que je me souviens quand j'étais petit, par exemple, on voyait le Shah d'Iran dans des magazines comme Paris Match. C'était très people, alors que chez lui, le régime était très autoritaire. Absolument. Il n'était pas très normal. Bon. Donc effectivement, son fils, la légitimité est moyenne. Pardon. Donc les handicaps, c'est le fils. Et beaucoup d'Iraniens se rappellent, ceux qui ont mon âge par exemple, ils se rappellent très bien ce que faisait son père. Et donc il n'est pas populaire. Maintenant, effectivement, mais moi je n'y crois pas. Hafid Toran a son avis. Moi je ne crois pas. Effectivement, l'idée c'est de le faire venir, donc pour assurer la transition politique, de faire des élections donc transparentes. C'est ce qu'il dit, pour que le peuple, et ça je suis d'accord, pour que le peuple iranien choisisse le régime qu'il veut, soit une république, soit une monarchie constitutionnelle. Pourquoi pas? Nous avons au Maroc, nous en sommes très heureux. Nous avons une monarchie constitutionnelle. Donc, il y a cette option. Maintenant, et je termine par là, il y a les autres options, c'est États-Unis-Israël. Alors, États-Unis-Israël, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est un problème très complexe, je tiens à le dire, c'est pas facile. Ils peuvent soit tuer les dirigeants, comme ils ont fait, ou les arrêter, comme le guide suprême. Ça voudrait dire une intervention sur le terrain, de toute façon. Khamenei, ou le chef. Alors, je dis à nos auditeurs, ce qu'on appelle les gardiens de la révolution, parce qu'il y a l'armée régulière, et puis il y a les gardiens de la révolution, 150 000, je pense. Alors, est-ce qu'ils sont purement loyaux, je veux dire, ou est-ce qu'il y a moyen de les déstabiliser? Alors, les gardiens de la révolution sont absolument loyaux. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours été avec le régime depuis 1979. Et ils savent que s'il y a un changement de régime, c'est eux d'abord qui vont recevoir les coups. Voilà. Par contre, et c'est une bonne question que vous avez posée, ce matin je l'ai entendu, et il y a un commentateur comme nous qui a dit que peut-être il faut chercher dans l'armée régulière un haut placé, un général, un commandant, etc., qui soit contre le régime et qui peut, à ce moment-là, assurer la transition. Mais je préfère donner la parole à Serra. Alors, pour le Reza Shah, le souci, c'est que
En fait, je pense que c'est plus Riza Shah, vous l'avez appelé Riza Shah. Oui, il s'appelle comment Reza Pahlavi. Ouh là là. Mais Riza Shah, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. Excusez-moi, Reza Pahlavi, désolé. Oui. Reza Pahlavi. Mais le souci, c'est qu'aujourd'hui, c'est justement, il apporte la preuve pour le régime d'une collusion avec l'étranger de ces manifestations. Et donc, le régime aujourd'hui veut survivre. Et pour survivre, il lui faut un ennemi. Et donc, je pense qu'il est un homme providentiel pour eux. Parce que, comme le rappelle M. Kardodi, si jamais il revient, c'est toute cette ossature autour de la République islamique qui devra payer, et qui devra rendre des comptes. Et ils n'en veulent pas. Donc, l'urgence aujourd'hui pour le régime, c'est consolider sa base. Donc, cet ordre des gardiens de la Révolution, Pasdaran, et aussi l'ordre des mollahs. Donc, c'est les deux piliers sur lesquels est assis le régime. L'ordre des mollahs, c'est le clergé chiite. Il est partout sur le territoire, disséminé sur toutes les localités, du plus petit village jusqu'aux plus grandes métropoles. Donc eux, ils sont le pilier numéro 1 et c'est eux qui ont soutenu la révolution en 1979 et l'ordre donc des gardiens de la révolution, lui en revanche, qui a été constitué après, c'est vraiment les fidèles du régime. Mais ils peuvent flancher. Ils peuvent flancher pour les mêmes raisons que la population flanche, c'est-à-dire que si le niveau de vie, leur niveau de vie à eux commence à s'éroder, ils finiront par se retourner contre le régime. Et bon, pour le moment, ça semble trop tôt pour le dire. Ils sont toujours là à côté du régime, mais c'est à ce niveau-là que ça pourrait se jouer. Messieurs, je vais vous demander de sortir votre boule de cristal, de faire un peu de prospective là. Quels sont les scénarios réalistes là, à ce moment-là? Alors, ce Franck, comme je vous ai dit, c'est un problème complexe. Il y a l'option Pahlavi, on en a parlé tous les deux, on sommes d'accord avec ça. Option Pahlavi, soutenue par les États-Unis. Et Israël. Il fait un appel à la France aussi. Attention, Franck. Donald Trump est prudent. Oui. Pour le moment, il n'a pas encore donné son soutien à Pahlavi. Oui. Là, il est intelligent parce qu'il se dit attention. Parce que s'il lui donne soutien comme Adé Hafid, le peuple va dire c'est un gars des États-Unis. Bon, donc il y a l'option Pahlavi. Il y a tué les dirigeants. Moi, je pense que c'est beaucoup plus difficile que le Venezuela. Pourquoi ? Parce que l'Iran, c'est 90 millions d'habitants, c'est une armée, c'est beaucoup plus difficile. Ils peuvent le faire, mais ça me semble difficile. Alors, il y a l'option. Alors, ce matin, j'ai entendu que on a présenté, le Pentagone a présenté à Donald Trump les différentes options. Il y a l'attaque des bases militaires américaines. Moi, je sais que ça ne sert à rien. À quoi ça va servir attaquer les bases américaines? Ça ne sert absolument à rien. Parce que ce n'est pas ça qui va changer le régime. Donc ça. Ensuite, et puis aussi, attention, les autorités iraniennes ont dit, et ils ont les moyens, que si jamais il y a des attaques militaires contre l'Iran, ils attaqueraient les bases américaines au Moyen-Orient. Oui. Il faut pas oublier que le Moyen-Orient, l'Iran est entouré de bases américaines. Et ils ont les moyens de le faire. Il y aurait de la répression. Donc, c'est difficile, cette option des attaques militaires. Et puis, le régime, et je termine par là, est beaucoup plus solide quand même que le Venezuela. Le régime est quand même assez solide. Je ne défends pas ce régime. Moi, je souhaite qu'il tombe. C'est un régime tyrannique. Je suis pour les démocraties, l'état de droit, le femmes à 100%, etc., etc. Mais hier encore, ou avant-hier, ils ont fait quand même des manifestations au centre de l'Iran avec des milliers d'Iraniens avec le drapeau iranien et donc c'est un régime un peu plus solide. Donc pour moi, valeur aujourd'hui, peut-être la semaine prochaine, on en saura plus. Valeur aujourd'hui, ça me semble. Et puis il y a aussi le sentiment religieux, c'est-à-dire que les mollahs, alors ils ont fait quelque chose de terrible. Ils ont incendié des mosquées, vous vous rendez compte, pour dire, regardez ces manifestations,
ils incendient les mosquées, ça veut dire qu'ils sont contre l'islam. Karim Droné me donne une petite news là. Le chancelier allemand estime que le pouvoir en Iran vit ses derniers jours et semaines. Ouais, bon. Ça, je vous fais réagir comme ça. Merci Karim. La conclusion. La conclusion, parce que j'aimerais bien qu'on passe à un autre sujet pour terminer l'émission. En fait, les Américains souhaitent se désengager du Moyen-Orient. Ça, on le sait depuis des années. Ils font tout. Les Israéliens, en revanche, font tout pour les y maintenir. Donc, d'aucuns verraient dans cette éruption de violence en Iran une main du Mossad. Et on sait que le Mossad avait installé des bases de drones à quelques... Le Mossad est très actif en Iran. Et oui, il recrute parce qu'il y a un grand ressentiment. Mais s'il doit y avoir une chute du régime, comme le pronostique Frédéric Merz, le Premier ministre, le chancelier allemand, comme ce que vient nous transmettre Karim, c'est surtout une implosion du système. Et donc, une fraction du régime qui déciderait d'en finir. Et pour cela, c'est très sensible, c'est très difficile. Mais on sait qu'il y a des luttes de clans. On le sait parce qu'il y a eu cet accident mystérieux du président en 2024, où le président est mort et certains disent qu'il aurait été assassiné. Ce président était un sérieux compétiteur pour Khamenei, puisque avant d'être Morchid, il faut d'abord avoir été président, et comme l'a été Khamenei, il a été président de la République iranienne, puis Morchid suprême, guide suprême de la République iranienne, et ce président a été une sérieuse menace. Donc il y a des luttes de clans, il y a des dissensions, mais personne ne peut dire jusqu'à quel point, jusqu'à quel stade elles y sont. Mais si jamais cette faction-là, qui est en désaccord avec Khamenei, décide d'en finir, eh bien, les agents doubles, les espions ne manquent pas à Téhéran pour pouvoir construire une alternative. Oui, c'est ça, Téhéran, ni d'espions. Ni d'espions, un peu comme ce qui s'est passé au Venezuela, on le sait. Oui. Une faction du régime a soutenu l'action américaine contre Maduro. Mais le salut, j'ai l'impression, en vous écoutant, ne peut venir que de l'intérieur. Oui. Ah oui. Un changement de régime de l'extérieur. D'ailleurs, il y a l'expérience de l'Irak. Oui. Les États-Unis ont essayé. Bon, ils ont changé le régime, mais ils ont foutu le pays dans le chaos. Voilà. Et l'Afghanistan aussi. L'armée américaine a dû quitter d'une façon, je ne sais pas si vous vous rappelez, d'une façon... détestable avec ces avions, les gens couraient derrière les avions pour monter dans l'avion, c'est catastrophique. Alors, on va en terminer avec ce sujet-là, on va suivre l'actualité, etc. Est-ce que vous regardez des séries, vous, des séries? Moi, je vous conseille une série qui s'appelle Téhéran, qui porte bien son nom, qui est une curiosité, parce que c'est une série, figurez-vous, produite par les Israéliens, qui sont des grands producteurs de séries. C'est sur Apple TV, ça sort sur Apple TV, et ça s'appelle Téhéran, c'est la saison 3 qui est sortie la semaine dernière. Alors bizarrement, complètement dans l'actualité. Il est question du régime des Mollahs, il est question d'intervention du Mossad. Et dans cette saison 3, c'est là où les créateurs israéliens sont forts. Le méchant, c'est le Mossad. Donc je vous encourage à regarder les 3 saisons de cette série qui est assez formidable. J'aimerais qu'on parle maintenant de Donald Trump. Vous écoutez les décodeurs d'Atlantique Matin. Les débats express. On a 5 minutes pour parler de Donald Trump. Plus d'argent, plus de pétrole, plus rien. Donald Trump appelle Cuba à conclure un accord avant qu'il ne soit trop tard. Il a intensifié la pression sur Cuba en avertissant que l'île ne recevrait plus de pétrole ni d'argent en provenance du Venezuela et en l'exhortant à conclure un accord avec les États-Unis. Quel type d'accord de quel type d'accord il parle? Alors, quel est l'accord qu'il veut? C'est que les dirigeants actuels ou les futurs dirigeants, parce que lui, il souhaite très bien faire changer les dirigeants de Cuba, puissent signer avec les Américains un accord comme quoi ils achèteraient tout leur pétrole aux États-Unis, pétrole qu'ils achetaient d'abord au Venezuela. Donc, il leur était quasiment offert. Voilà. Et donc qu'ils puissent acheter et qu'ils soient sous l'influence américaine. C'est-à-dire que c'est les Américains
qui vont peut-être pas gérer le pays, mais qui vont donner, si vous voulez, leurs instructions, la domination du pays, parce que ce que veut Donald Trump, c'est que, c'est la fameuse théorie Monroe, mais poussée dans toutes ses limites, c'est-à-dire que l'Amérique, c'est-à-dire l'Amérique du Nord et l'Amérique latine, ce qu'il appelle l'hémisphère occidental, soit sous domination américaine. Ouais. Ouais. Et nous faisons partie de cet hémisphère ouest. Ouais. Vous savez, dans la carte géographique, en tout cas qu'ils ont publiée, le Maroc fait partie du Western Hemisphere, parce que c'est la nouvelle stratégie, c'est la nouvelle politique. On est plutôt bien traité par Donald Trump. Ben oui, voilà. Je ne sais pas si c'est une mauvaise chose ou une bonne chose. Il a parlé de mettre même Marco Rubio comme président de Cuba. Il va nous sortir aussi une avenue Batista à la Havane, si ça continue. Est-ce qu'il a des moyens de pression, Donald Trump, sur Cuba, réellement? Alors, le bon moyen de pression qu'il a, c'est à travers... On en a parlé de Cuba. Oui, on en a parlé de Cuba, et je vous avais dit... On avait été visionnaire là-dessus. Et que Raúl Castro, qui est toujours vivant, le frère de Fidel Castro, a du souci à se faire, puisqu'il est toujours vivant et assez alerte d'ailleurs. Il y a 2 ans, il y avait eu des manifestations, il avait appelé la police à tirer. Il avait 93 ans. Aujourd'hui, il a 95 ans. Et donc, il est toujours en vie. Il pourrait avoir du souci à se faire. Mais le levier de pression, vraiment, un des instruments, c'est la relation entre Cuba et le Mexique. Aujourd'hui, c'est le Mexique qui fournit du pétrole à Cuba. 80 000 barils par jour. Et ça agace à Washington. Qu'est-ce qui agace à Washington? C'est cette velléité un peu de puissance à Mexico. Et Donald Trump n'en veut pas. N'en veut pas, d'autant plus que la présidente appartient à un parti plutôt de gauche. Elle est aux antipodes idéologiquement de Donald Trump. Et elle a une personnalité assez forte, Claudia Sheinbaum, président du Mexique. Ouais, ça doit l'amuser d'ailleurs, l'entrée du Mexique comme ça dans ce jeu à 3. Là. Je ne pense pas que ça amuse. Pourquoi? Parce que vraiment, je pense que cette menace sur Cuba, le vrai pays visé, c'est le Mexique. Ouais. C'est vraiment ça. Aujourd'hui, il y a un bras de fer véritablement quand il s'agit d'Amérique latine entre les États-Unis et 2 pays d'Amérique latine, c'est le Mexique et le Brésil. Et Donald Trump sait très bien que cette doctrine Monroe, rebaptisée Donroe, d'ailleurs lui-même, il le dit, il en est fier. Il dit oui, c'est la doctrine Donroe maintenant. Voilà ce qu'il dit. Eh bien, les 2 pays, les deux grosses pointures qui s'y opposent, ou en tout cas qui sont sur le chemin de Donald Trump pour réaliser cette vision, c'est le Mexique et les États-Unis et le Brésil. Et je pense qu'en faisant cette pression sur Cuba, le pays qui est directement visé, c'est d'abord le Mexique. Mais il y a un levier qui est quand même très fort, c'est l'immigration cubaine quand même, qui est là, qui est toujours présente, en plus auprès de Donald Trump. Est-ce que cette immigration cubaine... Oui, mais attention, Franck, rappelons-nous l'opération B de cochon. Vous vous rappelez, ils ont voulu envahir Cuba et c'était un échec total. Donc moi, les immigrants, bien sûr, ils sont contre le régime actuel, mais ils peuvent rien faire. C'est Trump, c'est l'administration Trump qui peut faire quelque chose. Et Marco Rubio est cubain, rappelons-le. Et cubain. Et d'ailleurs, il a un peu rigolé quand il lui a dit il est marié à une Colombienne. Donc, à votre avis, tout ça va pas donner grand-chose? Non, à mon avis, je termine par là. Oui. La situation actuelle est très, très difficile. Et dans les semaines à venir, si vous nous invitez, je pense qu'on verra plus clair. Mais pour le moment, c'est assez opaque. C'est un peu ma vision. Mais en tout cas, à la Havane, ils ne sont pas très tranquilles parce que la perspective de voir un président américain déboulonner le régime de Castro, elle séduit à Washington à la veille des midterms. Si jamais ça se faisait, Donald Trump gagnerait beaucoup des voix des latinos opposés opposés au régime de Castro. Messieurs, je vous remercie beaucoup. C'est déjà terminé. Jawed Kardudi, à très bientôt. Avec plaisir. Très bientôt. Hafid Boutaleb, à très bientôt pour parler du monde dans les décodeurs. À tout de suite avec les informations présentées par Karim Droné. Atlantique Radio. La matinale jusqu'à 10h.